Voilà, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui se passent mal. Patients, soignants, travaillons ensemble parce que dans tous les cas, ça impacte les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour. On est présent à la deuxième journée de Santexpo. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Guillaume Osson, je suis kinésithérapeute de formation et de cœur, comme j'aime le dire. Clinicien pendant quelques années, mais surtout j'ai réalisé un parcours en sciences politiques, santé publique pour travailler sur notamment la qualité des soins, l'expérience patient, la pertinence des soins et qui m'a emmené à créer une entreprise et à faire à l'heure actuelle aussi un doctorat sur cette thématique. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce parcours de kiné entrepreneur qui est un bon. Ici à Santexpo, on retrouve quand même pas mal cette caractéristique de l'entrepreneuriat, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à ce domaine-là, mais à ce domaine-là pour les patients, qui est quand même quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans le domaine de l'entrepreneuriat? Je dirais deux choses principalement. Une envie de retourner vers l'innovation, la technologie, qui est de là où je viens initialement par mon cursus en sciences de l'ingénieur avant d'avoir fait kiné. Et puis des rencontres, notamment de patientes, et d'une de mes associées, Delphine Blanchard, qui est une patiente malheureusement qui nous a quittés il y a quelques mois, mais qui était avec nous dans Temps Moi et qui a finalement m'a donné l'envie de travailler pour, mais surtout avec les patients. Et c'est à partir de cette idée-là qu'a cheminé ce qu'on a après construit avec En Temps Moi et autour de l'expertise qu'on développe maintenant. Ok, et pourquoi ce nom En Temps Moi? C'est un nom qui vient du hackathon qu'on avait fait en 2021, donc vraiment au tout début, alors que ce qu'on proposait ne correspondait pas du tout à ce qu'on fait maintenant, et qui était vraiment parti un peu de mon cerveau et de celui de Delphine en se disant l'objectif c'est de créer une solution pour que les patients soient entendus, et donc vu que c'est une application qui est pour eux, en tout cas c'était ça qu'on avait imaginé initialement, et on va l'appeler En Temps Moi. Est-ce que tu peux développer un peu plus En Temps Moi? Ouais, donc nous ce qu'on fait chez En Temps Moi, c'est qu'on a co-construit avec des établissements de santé une solution numérique pour permettre aux établissements, mais surtout aux professionnels dans les établissements, les managers, cadres de santé, chefs de service, direction, de prendre leurs décisions à partir du retour des patients. Et la particularité, c'est que nous, on s'intéresse aux mots des patients et on les analyse avec du traitement automatique du langage pour diffuser finalement l'analyse des mots, de l'expérience des patients à toutes les personnes qui vont avoir un rôle sur l'amélioration des pratiques dans l'établissement. Et là, vous avez combien d'établissements partenaires? Alors, on a commencé avec 9 établissements pilotes en 2021, dont les Hospices Civils de Lyon, la PHP, l'Hôpital Foch, le CHU de Nice, des noms qui sont assez avancés sur l'expérience patient. Et puis maintenant, on a commencé à développer ça auprès de d'autres établissements en France et en Belgique, et là, on est dans un peu plus de 20 établissements à l'heure actuelle. C'est quoi les retours que vous avez pu avoir sur les résultats via votre application? Des retours assez forts et dont on est assez content parce qu'on commence à avoir des retours concrets. Par exemple, une clinique avec laquelle on travaille qui a pu identifier à partir du retour des patients qu'ils devaient voir normalement un kinésithérapeute après leur chirurgie et qu'ils ne le voyaient plus. Et finalement, c'était simplement une erreur de transmission de documents parce qu'il y avait un changement dans le secrétariat. Et donc, à partir du retour des patients qui, eux, sont finalement les seuls à passer par les différents silos au travers du parcours, c'est les seuls à avoir cette vision-là. Et donc, à partir de cette vision, ils ont pu faire remonter un dysfonctionnement, certes mineur au niveau de l'organisation, mais qui était majeur pour eux parce que c'était derrière une perte de chance importante de ne pas avoir de rééducation suite à leur chirurgie et donc de ne pas avoir ce qu'il faut mettre en place après pour réussir à avoir une bonne santé à la suite de leur chirurgie. Et qu'est-ce que ça a changé En Temps Moi dans ta vision du soin, dans ton rapport aux patients? Prendre en compte ce qui a de l'importance pour les patients, de prendre en compte ce qui fait que pour eux, leur santé est différente potentiellement des autres, qui fait que leur vision du soin est différente des autres, et donc de s'intéresser finalement à eux et de co-construire avec eux aussi bien une séquence de soins, une séquence de rééducation, que des politiques publiques, des actions de santé publique, de vraiment être dans un format de co-construction avec les patients et pour les patients. Là, ton avenir, tu le vois comment entre En Temps Moi, ton doctorat, le toi dans 3-4 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de terminer sa thèse parce que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc j'en serai à peu près là, j'espère, pour donc essayer d'avoir des résultats qui servent vraiment au système de santé
pour aider notamment les établissements qui sont dans une démarche d'expérience patient, d'avoir un pilotage de l'expérience patient qui permette de vraiment améliorer les pratiques et que ça ne reste pas qu'un objectif de direction, on va dire, qu'il y a un vrai objectif sur le terrain, que ça aide vraiment les soignants. Et puis même potentiellement, pour faire le lien avec aussi la fabrique des soignants, que cette expérience patient soit aussi au service de l'expérience des soignants et que les deux puissent véritablement se répondre. Et ça va être un gros travail qui va nécessiter beaucoup de réflexion. Et donc j'espère que aussi bien chez Entends-moi, en tant que directeur scientifique, que dans ma thèse, je vais pouvoir mener aussi à bien ces réflexions-là. Mais c'est quoi ta vision de l'expérience patient, de la manière dont on l'aperçoit en France et dont notamment les soignants peuvent l'apercevoir en France? Parce que si on compare, on adore comparer ça à tout ce qui se passe au Québec. J'imagine que tu es très alerte à ce qui se passe là-bas. C'est quoi ton point de vue sur les évolutions en France à ce sujet-là? Ouais, effectivement, c'est assez. On s'inspire beaucoup du Québec. J'étais encore il y a une semaine au Québec pour 15 jours pour justement rencontrer des acteurs là-bas et comprendre comment ça fonctionnait. Ils ont vraiment réussi à institutionnaliser le fait de travailler avec les patients, principalement dans le monde sanitaire. Ça reste encore moins présent en ville, dans les soins primaires, en médico-social, mais dans le sanitaire, ils le font vraiment bien et ça commence à infuser aussi au niveau des politiques, au niveau de la formation, parce que ça vient de là initialement, la formation des professionnels. Et l'impact est juste gigantesque sur les soignants. Et donc en France, on commence avec effectivement le partenariat patient depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, mais aussi maintenant avec l'expérience patient. Donc le fait de se dire, OK, on veut travailler avec les patients, on veut travailler avec des patients partenaires, mais on veut aussi prendre en compte l'expérience de tous les patients, pas que ceux qui sont partenaires ou experts, de vraiment tous les patients. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de favoriser, que le patient, même comme toi et moi qui peuvent aller dans un service de soins pour X ou Y raison, que nous aussi, notre expérience, notre vision puisse être prise en considération et qu'elle serve aux soignants, et notamment aux soignants pour, par exemple, mettre en évidence des choses que eux perçoivent, que eux voient, mais qu'ils ne peuvent pas toujours identifier et faire remonter, par exemple, et que là, la force de la voix patient et de la prise en compte de la perspective du patient qui devient de plus en plus importante, que cette force-là serve aussi aux soignants et que ça soit finalement une forme de combat commun, de se dire, voilà, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui se passent mal, patients, soignants, travaillons ensemble parce que dans tous les cas, ça impacte les deux. Toujours dans la continuité de la question que je t'ai posée, tu penses quoi du mot et de tout ce qu'il y a derrière de démocratie sanitaire et de l'état de la démocratie sanitaire en France? Parce que voilà, on en parle depuis maintenant des décennies, mais on a un peu l'impression que ces dernières années, notamment avec le passage du Covid, qu'on a quand même pas mal à reculer au niveau de la démocratie sanitaire. Toi, c'est quoi ton point de vue, ton ressenti là-dessus et aussi par tes expériences via Entends-moi? Effectivement, c'est un gros sujet. Déjà maintenant, on parle généralement de démocratie en santé pour justement sortir que du monde sanitaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, par exemple dans les maisons de santé, dans les CPTS à l'heure actuelle, où on commence, et il y a des travaux notamment de France Asso Santé, pour essayer d'accompagner les maisons de santé à aussi mettre en place une forme de démocratie en santé à l'intérieur de ces structures-là. Et ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a un niveau d'organisation très humaine, on va dire, avec 20-30 personnes maximum. Et donc, les patients arrivent à bien s'intégrer à ce type d'organisation. Dans les établissements, c'est tout de suite quand même plus compliqué. Et ce qui commence à prendre de l'ampleur et à fonctionner, et à avoir de l'impact, c'est vraiment justement les patients partenaires qui travaillent notamment dans le soin et donc qui vont travailler sur l'organisation du service et qui vont même travailler par exemple sur de l'annonce diagnostique avec les médecins, qui vont faire de la pérédance avec les patients. Et donc là, on est sur une forme de démocratie en santé qui prend une direction un peu de démocratie finalement directe ou de démocratie participative et qui se complète très bien avec la démocratie représentative des représentants des usagers qui permet au niveau notamment des directions de défendre les droits des patients, qui a un rôle important, complémentaire de celui des patients partenaires qui eux vont effectivement plutôt servir à la co-construction de tout ce qui doit se faire, voire aux soins en tant que père aidant. Et dans ce cas-là, c'est presque des soignants eux aussi. Et donc, ça repose aussi la question de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là. Ouais. Et on parle des patients et là, on parle aussi des pères aidants, mais qu'est-ce que les soignants doivent changer pour faciliter la démocratie en santé? Parce qu'on doit aussi avoir un regard relativement critique sur la manière dont on procure les soins. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Je pense qu'il y a déjà un changement culturel à mettre en place, de se dire on est ensemble
et on n'est pas effectivement l'un contre l'autre dans le sens justement de défense des droits, où c'est normal, la démocratie en santé s'est construite sur cette défense des droits, et encore une fois, elle est importante. Et elle doit continuer parce qu'il y a des choses, il y a encore de la maltraitance, il y a encore des droits et de l'accès notamment aux soins qui est pas toujours facilité dans certaines circonstances. Mais pour autant, je pense que le changement qu'il faut imprégner au niveau culturel, c'est vraiment ce changement de, finalement, on forme un binôme, on est ensemble et on est ensemble pour porter politiquement des positions ensemble, on est ensemble pour faire des annonces, on est ensemble pour faire du soin et donc on fait partie d'une équipe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, on a parlé et on parle encore beaucoup de patients centrés, de modèles centrés sur le patient, où effectivement le patient il est au centre, donc c'est déjà super, on s'intéresse à ce qu'il a, mais pour le coup, il est quand même toujours au centre, toujours pointé du doigt. L'objectif, c'est vraiment qu'il soit dans l'équipe soignante et petit à petit, notamment dans le cas de maladies chroniques, qu'il prenne avec les savoirs qu'il va acquérir sur sa vie avec la maladie, qui prennent sa place dans l'équipe, sans remplacer les soignants bien sûr, mais comme une partie importante. On dit souvent, en tant que patient, chronique notamment, les patients chroniques, finalement prennent soin d'eux beaucoup plus d'heures par an que les soignants le font, ce qui est normal parce que chaque jour, ils vont prendre des décisions de soins. Je prends pas ce médicament, c'est une décision de soin. Le médecin a pu le prescrire, en tout cas, c'est eux qui décident s'ils le prennent ou pas. Donc, de cette manière-là, ils sont soignants d'une certaine manière et donc ils doivent être intégrés à l'équipe où il faut effectivement que les soignants soient déjà dans un bon état psychologique, mental et de santé au sens large du terme, de bien-être au travail pour réussir à être dans cette position d'accueillir aussi les patients comme soignants. Et donc là aussi, on voit tout le lien important à faire entre ce qu'on parle en ce moment au niveau expérience soignant, bien-être au travail et l'impact que ça pourra avoir à terme sur l'expérience des patients. Tu l'évoquais tout à l'heure, après ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on met derrière le mot soignant. Et il y a beaucoup de bousculements ces derniers temps justement sur qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, quid des administratifs qui font aussi partie… Des gestionnaires qui effectivement ont un rôle extrêmement important, des techniciens et des personnes qui vont être à l'accueil, des agents de sécurité. On le dit beaucoup pour l'expérience patient par exemple. L'expérience patient, elle passe initialement avant tout par l'agent de sécurité qui va nous recevoir à l'accueil. Et si on a déjà un agent de sécurité qui sait bien comment nous orienter, qui sait un minimum répondre à nos questions, qui nous permet de nous déstresser parce que on a oublié notre masque, et on dit « Ah mais pas de souci, il y a des masques qui sont à disposition ». Ça a déjà un impact et c'est des choses qui peuvent paraître extrêmement superficielles en se disant « Bah oui, c'est juste être satisfait ». Non, c'est d'avoir une bonne expérience et c'est donc d'arriver moins stressé à sa consultation et c'est donc de mieux écouter le professionnel de santé pour peut-être mieux entendre de la prévention, de l'éducation thérapeutique et donc d'être plus observant ou en tout cas d'avoir un impact sur sa santé qui est plus bénéfique. Ça peut être des petites choses et c'est ça qui est intéressant avec l'expérience soignant, c'est qu'on arrive à identifier des petits éléments de blocage, des petits dysfonctionnements qui peuvent avoir des impacts hyper importants derrière. Avec la Fabrique des soignants, on lance le hashtag écoutons ce que nous avons à nous dire. C'est quoi ton message d'espoir pour le système de santé? Je dirais que je reprendrai cette phrase qu'on entend beaucoup dans la démocratie en santé, mais je pense que tout le monde doit l'entendre. Arrêtons de travailler que pour les patients et travaillons avec et pour les patients. Et je pense que ça aligne tous les soignants. Tout le monde est d'accord pour le faire. Maintenant, il faut qu'on se donne la possibilité, qu'on mette en place les actions pour vraiment aller dans ce sens-là. Enfin, qu'est-ce que tu évoques, en 2-3 mots, la Fabrique des soignants? La première fois que je l'ai entendu, pour moi, ça m'évoquait une sorte d'écosystème et de lieu où l'objectif, c'est de réfléchir justement à toutes les thématiques dont on parle là, de réfléchir pour une fois vraiment aux soignants, avec les soignants et potentiellement avec le terme soignant au sens large du terme. Et donc de se dire… Et les soigner aussi. Et les soigner aussi, du coup. Et donc de se dire, on n'est pas là pour réfléchir à des grandes actions extraordinaires, on est là pour déjà se concentrer sur qu'est-ce que les soignants vivent vraiment, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien, et essayons ensemble, notamment de manière intergénérationnelle, et c'est ça que j'aime beaucoup dans la démarche, d'essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui peut nous rapprocher pour être plus forts ensemble dans la mise en place d'actions et juste dans le soutien déjà entre soignants.